Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur les métiers du conseil RSE. On va démarrer dans quelques instants, on va se donner une dernière minute pour donner le temps aux participants de nous rejoindre, mais n'hésitez pas à déjà interagir dans le chat. Bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à commencer à vous présenter. On est ravis de vous accueillir aux côtés de Alain Risbourg qui va se présenter dans un instant. Et à 31, on démarre officiellement ce webinaire. Je vois qu'on est déjà un peu moins d'une trentaine. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est parti. Il est 12h31. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Concessao et non Marie Coziol, qui est le nom de l'administratrice du compte. Je suis ravi de vous accueillir. Je me présente quelques instants et on va très rapidement donner la parole à notre invité du jour, Alain Risbourg. Donc, je suis directeur pédagogique chez Maria Schools et donc chez Indigo également. Je suis ravi de vous accueillir. Mon rôle au sein de Maria Schools est d'être garant un petit peu de l'excellence pédagogique de nos différentes formations. Nous, chez Maria Schools, notre ambition, c'est véritablement de vous faire aimer apprendre tout au long de votre vie et on le fait à travers différentes écoles qu'on a la chance de porter, dont l'école Indigo, qui est notre école de la responsabilité, une école dédiée, je dirais, aux professionnels qui souhaitent se former au métier de la RSE. On a notamment un programme de formation, programme de reconversion pour des personnes probablement comme vous qui souhaitez s'engager dans cette voie, dans ces métiers de la responsabilité sociétale des entreprises. Et je vous partagerai un peu plus en détail le contenu de ce programme, mais je suis vraiment ravi de vous accueillir. Et si vous le voulez bien, je vais tout de suite commencer par vous poser une question, à savoir qui êtes-vous? Donc, vous allez voir apparaître tout de suite un questionnaire, donc n'hésitez pas à y répondre pour que on comprenne un peu mieux d'où vous venez et ensuite on va démarrer ce webinaire. Alors, je vois qu'on a pas mal d'entrepreneurs indépendants, des profils également en reconversion professionnelle, quelques personnes en recherche d'emploi, très bien, intéressant, des chefs de projet également, des personnes en poste dans une direction RSE, très bien. Allez, on se laisse quelques secondes encore pour laisser à tous le temps de répondre à cette question. Mais c'est déjà très éclairant. Est-ce que, Alain, tu vois les réponses en temps réel également? Oui, tout à fait. Non, je vois bien. Merci. Ça te permettra d'adapter un peu ton propos. Donc, nous avons donc des personnes dans des directions RSE, des indépendants en freelance et des profils en reconversion professionnelle également. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses et donc je vous propose de démarrer. Donc comme je vous le disais, Indico est l'une des 3 écoles de Maria Schools. Maria Schools, c'est un organisme de formation. Notre mission, c'est de vous apporter les compétences nécessaires pour vous permettre d'exercer de nouveaux métiers. Donc on le fait à travers 3 écoles. La première école, l'école Lyon, qui forme notamment au métier du gross marketing, de l'IA. L'école Maestro, qui est notre école du product management et de la tech pour des personnes qui souhaitent devenir product owner, product manager, voire no-codeur. Et enfin, Indigo, qui forme au métier de la RSE, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Alain Risbourg, que je connais de mon ancienne vie. Et je te remercie à nouveau d'être parmi nous aujourd'hui, de nous accorder cette petite heure pour partager ton retour d'expérience. Donc, Alain, tu es consultant RSE, tu as fondé ton propre cabinet Covivance. Et donc, je commence avec une première question pour toi, à savoir, dis-nous un peu qui es-tu, d'où tu viens, quel est ton parcours? D'accord. Donc, merci Christophe. Bienvenue à tous. Donc voilà, j'ai créé en effet il y a maintenant 3-4 ans au sortir du Covid un cabinet conseil RSE et transition écologique. On intervient sur 3 sujets. Un premier sujet dans le domaine de la RSE, mais principalement sur de l'accompagnement à labellisation B Corp et également sur de la double matérialité. On n'intervient pas sur les autres sujets parce que c'est des sujets plus réglementaires ou de reporting. Ce qui nous intéresse, nous, c'est véritablement de faire bouger les choses.
Donc voilà, un premier sujet autour de la RSE et deux sujets dans le domaine environnemental, un sujet autour du carbone, donc voilà ce qu'on appelle communément le bilan carbone et la décarbonation des activités des entreprises, et un troisième sujet sur la réduction des impacts environnementaux, que ce soit pour des produits ou des services numériques, et pour cela on s'appuie sur des méthodes de type éco-conception. On est une petite équipe, nous sommes trois et nous intervenons principalement pour des clients que l'on qualifierait de PME ou de TPE, donc et dans tous les secteurs, pour l'industrie, pour le numérique, pour les métiers de service. Pour parler, dire deux mots de mon parcours. Voilà, j'ai 60 ans, donc j'ai un peu de bouteille. Ma formation d'origine est une formation d'ingénieur dans le domaine de l'informatique et des télécoms, complétée d'un executive MBA quelques années après mon début de carrière. Si on dit quelques mots de mon parcours professionnel, j'ai commencé donc dans le monde de l'informatique et dans le monde du logiciel. J'y ai passé à peu près 25 ans, et ça notamment parce que j'avais été nourri à l'idée de progrès, d'innovation. Et donc dans ce milieu donc de l'informatique et du logiciel, j'ai appris mon métier qui n'était pas mon métier d'origine, bien plus technique, mais j'ai appris mon métier de business developer, de manager, de marketing. Voilà. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai eu envie d'entreprendre. Donc, j'ai à ce moment-là créé un éditeur de logiciels qui réalise aujourd'hui une petite quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires que mes deux associés continuent de développer. Voilà. Donc, dans le domaine de la gestion de contenu des intranets. Et voilà, sortir de ce projet donc entrepreneurial, j'ai travaillé ensuite quelques années dans d'autres startups, toujours dans des fonctions de direction commerciale et marketing. En 2019, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, mais en 2019, j'ai décidé de quitter ce monde-là. J'avais l'impression, donc le monde de l'informatique et du logiciel, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. Et puis en même temps, je me reconnaissais plus véritablement, j'étais plus en cohérence, disons, avec moi-même. Et donc en 2019-2020, donc j'ai créé ce cabinet conseil RSE et transition écologique, donc qui s'appelle Covivence. Très intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé justement à te lancer dans le conseil RSE après une bonne première partie de carrière plutôt sur des fonctions techniques? Est-ce que c'est le fruit d'une transition aussi personnelle, une volonté de contribuer je dirais, à cette transition écologique et sociale des entreprises? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer Covivence? Comme je disais juste avant, voilà, le fait d'être en cohérence, disons, avec mes convictions et mes valeurs, l'une des valeurs importantes, celle de la responsabilité. Et le déclic, en fait, est bien plus ancien que 2019-2020. Il date plutôt de 2014, donc il y a une dizaine d'années avant la COP 21, avant l'accord de Paris. J'ai deux grandes filles qui ont une trentaine d'années. Ma cadette, à l'époque, faisait ses études d'ingénieur à Toulouse. Elle remontait une fois par mois en avion. Et puis un jour, elle nous a dit, à partir de maintenant, j'arrêterai de prendre l'avion et je prendrai le dernier TGV du vendredi soir pour remonter sur Paris et le train de nuit du dimanche. Voilà, ce qui interpelle un peu, on se pose la question, mais pourquoi ça? L'avion, c'est rapide, c'est pratique, etc. Pourquoi s'embêter avec un train de nuit Paris-Toulouse qui était bien pire que ce qu'il est aujourd'hui, des vieux corails. Bref, donc voilà, je me suis intéressé un peu au sujet, j'ai creusé le sujet. Et j'ai pris conscience, pas uniquement de l'existence de crises environnementales dont nous pouvions être à l'origine, mais surtout de leurs horizons temporels. Voilà, ces crises environnementales auxquelles on est confronté, le réchauffement climatique, l'écroulement de la biodiversité, ce sont des menaces existentielles sur l'humanité et sur le vivant. Et l'horizon temporel, voilà, ça sera pas moi, ça sera peut-être pas mes filles, mais c'est véritablement, enfin, cette menace existentielle, ça sera les générations suivantes, etc. Donc voilà, donc un sentiment quelque part d'urgence et naturellement, donc voilà, quand j'ai décidé de quitter ce monde de l'informatique et du logiciel, assez naturellement, je me suis orienté dans cette voie-là
Donc, le fait d'apporter ma pierre aux entreprises, les aider à agir et réduire leurs impacts plus largement, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Très intéressant. Donc, tu as lancé Covivance il y a 3-4 ans. Avec le recul maintenant, quels défis tu vois, quels principaux défis tu vois dans justement le fait de se lancer en indépendant sur des missions en RSE? Quels sont les principaux obstacles, challenges auxquels tu as été confronté? Alors, tout d'abord, une certaine petite remarque avant de parler des obstacles ou des défis, c'est une certaine frustration. On découvre plutôt que la RSE, ça peut être une démarche qui sert à un certain nombre d'entreprises à communiquer ou à afficher une certaine responsabilité, mais dont les impacts, disons, sont assez limités. Voilà, il n'y a pas forcément de remise en cause du business as usual. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors, c'est pas le cas de toutes les entreprises, fort heureusement. Il y a des entreprises qui véritablement sont prêtes à remettre en cause leur modèle d'affaires, remettre en cause leur stratégie, véritablement pour être plus responsables et réduire leurs impacts. Mais voilà, ça c'est un premier élément à prendre en compte. Sinon, les défis auxquels on est confronté quand on se lance, bah, le premier défi, c'est déjà celui qui est propre à toute création d'entreprise, que ce soit en indépendant ou avec une petite équipe. Et donc, le premier défi, c'est celui de trouver des clients. Parce que sans clients, sans clients, bah, on peut pas rémunérer, disons, son travail, et ça peut pas être durable l'activité peut pas être durable sur le moyen terme et le long terme. Donc, fort heureusement sur ce sujet-là, quand on est en reconversion ou autre, il y a, comme on dit, Pôle Emploi Venture, donc l'État, au travers de Pôle Emploi, France Travail aujourd'hui, aide en apportant donc des compléments de revenus pendant cette phase de lancement et de développement d'activité. Donc ça, c'est vraiment le premier défi. Faut pas le sous-estimer. Et dans ce cadre-là, il est important sur le court terme, avant véritablement de travailler sur des projets qui sont la finalité, l'objectif principal, par exemple sur de la CSRD ou sur des doubles matérialités ou sur des sujets environnement, faut pas hésiter à trouver des modes de revenus qui soient en cohérence, bien entendu, avec le projet que vous développez, mais qui peuvent amener comme on dit, du beurre dans les épinards. De ce point de vue-là, on y reviendra, mais des ateliers, des animations d'ateliers de type fresque peuvent être un moyen de développer des premiers revenus assez rapidement, assez facilement, le temps de développer l'activité sur ce qui sera véritablement le cœur de votre proposition de valeur dans un deuxième temps. Donc ça, c'est là, voilà, le premier défi, c'est le développement de l'activité. Deuxième défi, bah, c'est les sujets plus techniques, de compétences. On n'a pas, voilà, moi, dans mon cas, je venais du monde de l'informatique, du logiciel. Euh, J'avais quelques notions de ce qu'était la RSE. Je m'étais déjà intéressé au sujet. Voilà, je vous avais parlé de valeurs tout à l'heure. Mais la première chose que j'ai fait, bah, c'est de me former. Et ça, c'est important. Donc, dans le cas présent, alors je connaissais pas Maria Schools, donc je suis pas passé par cette formation-là, mais sur la RSE, j'ai choisi une formation plutôt courte, une semaine en l'occurrence, certifiante. C'est également un élément important parce que ça permet de rassurer le client. Surtout quand on n'a pas encore de première référence. Donc j'ai choisi des formations courtes, lors d'une semaine ou 2 semaines, que ce soit sur l'accompagnement Bicorp, que ce soit sur le bilan carbone, que ce soit sur l'éco-conception. Donc autant de sujets techniques, et la liste est loin d'être close. Je ne couvre pas tous les sujets que l'on peut aborder donc, dans le domaine de la RSE. Mais ça, c'est vraiment le deuxième défi. Voilà, se former en tant que tel, c'est pas un défi. Mais et puis après, le troisième défi, c'est de la formation à l'expérience et à l'expertise. Voilà, il y a encore un gap.
Voilà, la pratique est une école, est une fantastique école d'apprentissage en complément de la formation théorique ou des projets que l'on peut faire ou suivre dans le cadre d'une formation pédagogique, disons ça comme ça. Alors, une question d'Éléonore pour toi, Alain. Tu parlais d'une formation courte, laquelle as-tu suivi? En l'occurrence, c'était une formation proposée par Marion Bailly dans l'air du temps. Donc dans l'air du temps et voilà, c'est une ancienne responsable RSE au niveau de la CCI qui au bout de 10 ans, quelque chose comme ça, de travail dans le domaine de la RSE, elle a décidé de changer de métier et de devenir donc formatrice. Très clair, oui. Qui est une personne très réputée dans le milieu. Super intéressant. Une question de Fanny pour toi également, Alain. Avant de trouver ses premiers clients, peut-on se rapprocher des cabinets de conseil déjà existants et leur proposer nos services? Sont-ils en demande? Alors, deux choses. C'est possible, mais quelque part, peut-être plus, voilà, les cabinets de conseil embauche soit des gens qui ont de l'expérience, de la bouteille, ou alors au contraire des collaborateurs qui sortent d'école, mais peut-être un peu plus jeunes. Alors je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge. Donc des étudiants, des apprentis chez Maria Schools. Mais voilà, par contre, ce qui peut être fait assez facilement, surtout si on est en reconversion professionnelle, par exemple, ou si on n'a pas encore beaucoup de bouteilles, tout au moins d'expérience, de pratique en la matière. Il y a un dispositif au niveau de France Emploi qui s'appelle, oui, de France Travail, pardon, qui s'appelle le PMSP, qui est une mise en situation professionnelle. Et ça permet donc pendant une quinzaine de jours, peut-être un mois, de proposer ses services à un cabinet de conseil existant et quelque part de le découvrir de l'intérieur. Mais c'est aussi un bon moyen de faire connaître à ce cabinet-là ses propres expertises ou ses savoir-être ou ce qui pourrait être apporté donc, au cabinet en question. Super intéressant. Hop, je mets la référence dans le chat pour ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Alors, tu disais, Alain, que l'un des principaux challenges lorsqu'on se met à son compte et qu'on n'a pas encore toutes les références clients qui permettent justement de créer de l'attraction, le challenge, c'est de trouver son premier client. Comment toi, tu as procédé? Comment tu as obtenu ton tout premier client? Est-ce que ça a été en activant ton réseau professionnel préexistant? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment tu as procédé? Alors dans mon cas, mon premier client, je ne sais pas comment il m'avait identifié. Ça a été un projet dans le domaine du carbone, hein, du bilan carbone. Et c'était en fin d'année, il y avait encore une aide de l'ADEME, une aide financière de l'ADEME pour accompagner un projet de bilan carbone. Je pense qu'il avait trouvé mon nom, alors soit sur LinkedIn, je dois dire que je n'ai jamais posé la question, soit sur LinkedIn, soit dans les cabinets conseils référencés donc, à l'Association pour la transition bas carbone. Bref, et donc 15 jours avant la fin de l'année, donc j'ai eu cet appel entrant donc d'un éditeur de logiciels qui me demandait à faire son bilan carbone. Je pense qu'il avait dû contacter peut-être 2 ou 3 cabinets. Bref, et c'est nous qui l'avons accompagné. Donc c'était mon premier projet bilan carbone. Mon deuxième projet, donc dans le domaine de l'éco-conception, de l'analyse de cycle de vie, lui m'est venu par un confrère qui avait prospecté des marchés, cette entreprise-là, donc un acteur, donc un industriel du bâtiment. Donc il l'avait prospecté pour proposer de l'accompagner sur un bilan carbone. Et puis l'entreprise en question lui a dit oui, le bilan carbone avec plaisir, mais pas à court terme, plutôt dans un deuxième temps. Et aujourd'hui, j'ai des besoins d'analyse de cycle de vie. Et donc mon partenaire n'avait pas ce type de compétences. Et donc c'est moi qui ai réalisé l'accompagnement donc, de ce client. Et donc par le réseau, hein, disons ça comme ça. Ça a été pareil pour mon troisième projet. Par la suite, les projets suivants sont arrivés par le réseau. Ils sont arrivés parce qu'à un certain stade, assez rapidement, j'ai quand même fait mon site internet et ça a généré pas mal de demandes entrantes.
Et puis je travaille également ma notoriété, j'essaye de communiquer un peu sur LinkedIn et autres. Donc voilà, après c'est toute une alchimie pour continuer donc d'identifier des affaires avec pas un seul canal, mais de multiples canaux. Super intéressant, très, très clair. Est-ce que tu peux nous partager, si tu peux partager cette information sur ces premières missions dont tu parlais, ce bilan carbone, analyse du cycle de vie? On parle de prestations à quelle hauteur, à quel montant? Est-ce que c'était des petites missions ou est-ce que ça a été dès le départ des missions assez longues? Alors, un bilan carbone, pour donner quelques ordres d'idées, c'est une mission de 10 à 15 jours à peu près, sur 6 mois. Et c'est d'un point de vue tarifaire, c'est assez normé parce que la BPI, au travers d'un dispositif qui s'appelle le DIAC Décarbonation, donc qui aide financièrement les entreprises à réaliser leur bilan carbone, donc la BPI impose le montant financier lié à cette prestation de bilan carbone. En l'occurrence, c'est 10 000 euros de revenus pour le cabinet conseil. Et pour l'entreprise, c'est moins que ça, étant donné qu'il y a une aide financière. Pour des sujets d'éco-conception, on est plutôt sur des projets qui peuvent durer 1 an, avec une rémunération supérieure de l'ordre de 20 000 euros. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner le client à s'approprier ces démarches de type éco-conception, donc en réalisant notamment des ACV, enfin une ACV sur un produit, ensuite de l'idéation pour identifier les pistes d'action pour réduire les impacts du produit en question. Donc voilà, ça c'est un projet à peu près sur 1 an et avec une rémunération sur une petite vingtaine de milliers d'euros. Sur des projets d'accompagnement Bicorp, on va être, pour donner quelques ordres de grandeur, toujours financiers, on va être sur des accompagnements autour de 10 000 euros qui vont s'étendre là plutôt sur 1 an, sans parler du temps lié à l'analyse du dossier et à la certification donc par Bilab. Voilà, donc les premiers accompagnements RSE, ça peut être quelques milliers d'euros. Voilà, donc il faut une mission, mais étalée sur de nombreux mois, ça va, disons, de 5 000 à 20 000 en fonction du type de besoin du client et du contenu de la mission. Super intéressant, très utile d'avoir ces ordres. Et alors, on parle beaucoup en ce moment de CSRD, c'est l'une des lames de fond dont on peut parler dans le milieu de la RSE. Comment toi, tu vois l'évolution du métier de consultant en RSE? Est-ce que tu y vois un brillant avenir pour des personnes qui sont en tant qu'indépendants, sans forcément parler des gros cabinets de conseil qui sont positionnés depuis de longues années? Ou à contrario, est-ce que tu y vois justement des premiers signes avant-coureurs d'un métier qui risque de devenir de plus en plus concurrentiel et donc de plus en plus compliqué de se faire une place? Comment tu vois les choses? Alors tout d'abord, le marché est un marché qui se développe. Il se développe notamment sous la pression réglementaire. Voilà, très clairement, on explose les limites. On a un développement, quand je parle là de l'économie, de l'humanité plus largement, qui n'est pas durable. Donc voilà, le jour du dépassement est de plus en plus tôt, on consomme de plus en plus de ressources matières, on rejette de plus en plus de polluants, etc. Donc la société en prend conscience, l'État en prend conscience, et donc voilà, l'État en France, mais pas que, met en place un certain nombre de législations, de règlements, donc pour faire évoluer les pratiques des entreprises vers plus de durabilité. On peut citer la loi Pacte, il y a maintenant quelques années, donc qui a imposé aux entreprises, là je parle de la législation française, mais donc aux entreprises le fait de dire que leur objet social n'est pas uniquement à destination des actionnaires, mais également doit prendre en compte son environnement, ses parties prenantes. Dans le cadre de la loi Pacte, on peut se doter d'une raison d'être, on peut devenir société à mission. Bon, ça, c'est un premier cadre qui pousse les entreprises à bouger. Il y a eu de nombreuses lois sur la transition écologique, sur la loi AGEC, sur le gaspillage et l'économie circulaire.
Il y a bien entendu toutes les réglementations sociales qui vont du salaire minimum au devoir de vigilance quand on travaille hors de France. Plus récemment, donc en effet, il y a eu les reporting extra-financiers, ce qu'on appelait la DPEF, qui elle était française, donc qui pousse les entreprises à communiquer sur ce qu'elles font. Euh, et, euh, et on espère que si elles communiquent, eh bien, ne serait-ce que pour des raisons d'image, si elles ne font rien, ça va les pousser à agir. Donc cette déclaration de performance extra-financière, elle a été remplacée donc en début d'année par la CSRD, donc elle au niveau européen, donc qui oblige les entreprises aussi bien, ça c'est ce qu'on appelait la simple matérialité, à prendre en compte les impacts de l'environnement sur leurs activités, mais également à prendre en compte les impacts de leur activité sur l'environnement. La CSRD, voilà, ça va plus loin que la simple DPEF. Ça demande à la fois un véritable travail d'analyse et de mesure des impacts. Le bilan carbone, par exemple, en fait partie, parce que toutes les entreprises ont des impacts sur le climat. Certaines entreprises vont considérer que la biodiversité également a des impacts sur leur métier. Ça va être principalement des entreprises, disons, dans l'agroalimentaire, la cosmétique ou autre. Donc, très clairement, le cadre réglementaire s'enrichit, il devient de plus en plus strict. La CSRD, aujourd'hui, elle s'applique aux entreprises de moins de 500 collaborateurs, mais dans 2 ans, elle va s'appliquer aux entreprises de 250 collaborateurs et plus. Voilà, donc très clairement, le marché se développe, il y a un réel besoin, aussi bien en interne dans les entreprises que d'accompagnement donc par des cabinets conseils ou par des consultants indépendants. Euh, Certes, l'offre d'accompagnement se développe, mais je pense moins que les besoins. Si on prend l'exemple du carbone, on est membre d'une association qui s'appelle l'APCC, l'Association des professionnels conseil climat-environnement. Quand moi je l'ai rejoint en 2020, on devait être à peu près une centaine de cabinets conseils. Aujourd'hui, on est 250 cabinets conseils, de petits ou indépendants. Mais on n'est pas assez nombreux par rapport à tous les besoins pour aider les entreprises à décarboner leurs activités. Donc, dans ce cadre-là, on travaille de manière étroite, de manière constructive, pour à la fois améliorer les pratiques et faire en sorte que notre travail individuellement et collectivement soit le plus efficace possible pour que les entreprises puissent apporter leur pierre, soit à la lutte contre le réchauffement climatique, soit de manière plus pragmatique et efficace, réduire leur dépendance aux énergies fossiles, limiter les risques liés au réchauffement climatique sur leurs activités et renforcer leur résilience dans un monde post-carbone. Alain, est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'association dont tu parlais à l'instant? APCC, Association des professionnels conseil climat-environnement. Au départ, la PCC s'est développée sur 2 sujets environnementaux parce que la mobilité durable et le carbone. Mais voilà, moi par exemple, j'ai créé au sein de la PCC un groupe de travail autour de l'ACV. Voilà, donc on commence à travailler sur des sujets de CSRD. Donc et puis la PCC également représente APC Climat, oui, tout à fait. La PCC représente aussi la profession auprès des organismes publics, que ce soit l'État ou l'ADEME ou autre. Et alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire, très intéressant, avec la question de Fanny, qui est que donc Fanny elle est fresqueuse, animatrice d'automne, et elle a créé donc 2 ateliers, elle a déjà conduit plusieurs conférences, et elle te demande est-ce que tu penses qu'une formation bilan carbone est indispensable? En complément de ton métier d'animatrice de fresque, Fanny, ou J'imagine, oui. euh, alors, pour moi, les ateliers fresques, c'est une première étape indispensable pour sensibiliser.
parce que sensibilisation, ça contribue également à la formation, hein. Sans compréhension, si on prend l'exemple de la fresque du climat, sans compréhension des mécanismes du réchauffement climatique, on va avoir du mal à prendre conscience et à se mettre en mouvement dans un deuxième temps. Pareil, un atelier comme d'automne est un atelier qui permet de se rendre compte, voilà, au sortir de la fresque du climat, on a l'impression, on est un peu sonné, on ne sait pas quoi faire, on se dit tout est foutu, ça plombe un peu. Voilà, un atelier comme d'automne, ça permet vraiment de se rendre compte qu'il y a des leviers et qu'on a des possibilités d'agir. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Après, si dans l'accompagnement que vous voulez proposer à vos clients, vous voulez peut-être les accompagner dans la réalisation d'un bilan carbone, à ce moment-là, oui, il est indispensable de pouvoir, de connaître la méthode. Donc ça, c'est un premier point. Donc se former, c'est des formations relativement courtes, hein, 2 jours pour l'introduction et puis 2 jours pour la maîtrise de la méthode. Après, ça peut, à titre, disons, de culture générale, ça peut être intéressant, tout au moins la première formation, la formation introduction à la méthode bilan carbone, ça peut être intéressant, bien entendu, en complément de son métier d'animateur pro, d'atelier de sensibilisation. Très clair. Merci. Ça dépend donc vraiment du projet professionnel, mais si l'ambition, effectivement, de compléter un peu sa palette de compétences dans le métier de consultant RSE, ça peut être très, très utile au même titre que se former, comme tu l'as fait, Alain, hein, à l'éco-conception, qui sont des demandes récurrentes de la part des entreprises, donc de mener des ACV au même titre que de mener des études de matérialité ou des bilans carbone. Fanny te posait également la question, est-ce qu'aujourd'hui tu prends des missions à l'étranger ou est-ce que c'est exclusivement en France pour le moment? Jusqu'à maintenant, je n'ai travaillé que sur la France. Ceci dit, ça devrait changer. Dans un projet de décarbonation, donc décarbonation ambitieuse en l'occurrence, hein, ce n'est pas uniquement la méthode bilan carbone, mais c'est une méthode qui s'appelle ACT qui est complémentaire. On a accompagné donc la filiale française d'une entreprise américaine. Et pour être plus précis, uniquement, il y a 2 divisions dans cette entreprise américaine, et on avait accompagné donc une des 2 divisions donc de la structure française. Aujourd'hui, le client, on est en train de faire la proposition commerciale, mais le client nous demande de l'accompagner, le même type de projet, hein, donc bilan carbone et puis ensuite cette méthode ACT, sur les 2 divisions et au niveau européen. Donc on va faire, ça sera pour moi une première, les bilans carbone donc des structures hors de France, en l'occurrence un peu partout en Europe. Ils sont présents dans 5 pays avec des unités de production dans 3 pays. Très intéressant. Très intéressant. Et pour toi, justement, on parlait donc de l'évolution du métier de consultant, des différentes formations que tu as suivies. Au-delà je dirais, des savoir-faire qui vont évidemment dépendre du parcours de la personne ou des formations qu'elle a suivies. Pour toi, quelles sont les autres compétences essentielles pour bien réussir en tant que consultant RSE? Alors là, c'est pas des compétences, mais il y a besoin de savoir-être, il y a besoin de valeur. Je dirais, il est important d'être en cohérence, hein. Donc, quand je parle de valeur, c'est de l'authenticité, de la sincérité, de la valeur d'exemple. Voilà. Donc ça, puis en termes de savoir-être, mais c'est des choses que beaucoup de personnes ont, hein. C'est de l'écoute, c'est de l'empathie, voilà, un certain nombre de choses. Travail en équipe, même si on est seul, c'est le travail en équipe également avec les équipes du client. Ouais, donc ça, c'est le premier élément. Il faut également être capable d'avoir une posture conseil ou accompagnement. Dans mon cas, je ne l'avais pas, étant donné que j'avais toujours travaillé dans l'informatique et dans le logiciel, et dans des fonctions commerciales et marketing. Donc je vendais des produits. Un logiciel, c'est un produit. On faisait bien entendu un peu de service au-dessus, mais c'était pas du conseil en tant que tel. Donc, certes, j'avais un peu de bouteille, mais j'avais jamais fait de conseil. Donc ça c'est un changement de posture qu'il m'a fallu acquérir. Il faut
d'autres compétences de type facilitation, de connaissance du métier du client. Ça, c'est important, hein. Difficile d'accompagner un client dont on ne connaît pas le métier, donc il est important de se renseigner là-dessus. Il faut être curieux, il faut être ouvert, c'est comme ça qu'on apprend et autres. Il y a 20 compétences en matière de conduite de projet, de conduite du changement. Voilà, et puis bien entendu, il y a les sujets, enfin les compétences techniques, hein. Mais ça, on en a parlé tout à l'heure. Le domaine de la RSE est vaste, il évolue et il est de plus en plus technique. Ouais, très intéressant. C'est effectivement absolument essentiel. Alors, quel conseil tu donnerais? Je vois qu'il y a pas mal de questions dans le chat. On va les reprendre. On prendra un temps à la fin pour y répondre à chacune des questions. Mais quel conseil tu donnerais à des personnes qui souhaitent se lancer dans le métier de consultant RSE? Par quoi on commence? Quelle peut-être erreur tu as peut-être faite et que tu pourrais partager? Euh, euh, Voilà, la première chose, hein, on l'a évoqué, c'est se former, c'est s'informer. Ça, c'est important. Sur ces premiers projets, faut être conscient, surtout quand on sort d'une formation, mais on n'a pas encore la pratique. Ce premier projet, il peut être laborieux, il peut être dur, avec bien entendu une obligation de satisfaire le client. Pour donner un exemple très concret, sur un des deux projets d'ACV que j'évoquais tout à l'heure, voilà, et ça a été beaucoup plus long que ce que j'imaginais. Beaucoup d'aller-retour par manque disons, par manque d'expérience ou de pratique plutôt, la technicité nécessaire. Voilà, donc ça m'a coûté beaucoup plus cher que ce que ça m'a rapporté. Mais c'est le moyen d'avancer, de grandir et de monter en compétence. Donc ça, faut en être conscient. Euh, il faut, voilà, je parlais tout à l'heure de la frustration que l'on peut avoir par rapport aux attentes des entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises, plutôt des grandes, mais voilà, c'est très cliché, mais je pense que c'est néanmoins important d'en être conscient. Voilà, un certain nombre de grandes entreprises qui font de la RSE pour des raisons réglementaires ou pour de la communication, voilà, et elles tombent très souvent dans le greenwashing. Et c'est des entreprises qui, voilà, vont très probablement, elles s'inscrivent dans le court terme, vont très probablement continuer le business as usual sans le faire évoluer, si ce n'est à la marge. Et puis, il y a deuxième type d'entreprises qui, elles, sont peut-être des entreprises de plus petite taille, des entreprises peut-être familiales, avec un patron engagé, qui, elles, travaillent ou s'inscrivent plutôt dans le long terme. Si c'est une entreprise familiale, on a envie de céder l'entreprise à ses enfants, par exemple. Euh, et donc ces entreprises-là, elles sont véritablement prêtes à faire évoluer leur stratégie, à faire évoluer leur modèle d'affaires pour réduire leurs impacts, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Donc voilà, donc ça c'est un élément, il faut être conscient de cela et en fonction des entreprises qu'on va aller prospecter, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut en effet les accompagner parce qu'elles ont des obligations réglementaires, ou bien on veut les accompagner parce que véritablement elles ont envie de faire bouger les choses. Elles peuvent avoir des obligations, pas forcément réglementaires, mais elles peuvent avoir des obligations qui viennent néanmoins de leur donneur d'ordre. C'est-à-dire que quand aujourd'hui une grande entreprise fait un bilan carbone, elle se retourne sur ses fournisseurs pour leur demander donnez-moi vos données carbone. Donc ça peut arriver sur des petites entreprises plus petites d'avoir des obligations indirectes par le biais de leurs clients. Autre conseil que je pourrais partager, voilà, ça je l'évoquais tout à l'heure en parlant des valeurs, mais il faut véritablement avoir un alignement entre vos valeurs et les métiers de la RSE. On peut pas être mercenaire, disons, quand on fait de la RSE. C'est quelque chose qui se vit, qui se sent par les clients. Ça, c'est extrêmement important.
quelque part, faut être même, je dirais presque militant. Certainement pas mercenaire, mais être militant. Donc, faut avoir envie de faire bouger les choses. Faut même aller plus loin que peut-être que en tout cas dans le rôle de conseil, euh, essayer d'emmener le client plus loin que ce qu'il imagine pouvoir ou vouloir faire. Ouais, très clair, je comprends, je comprends. Très intéressant. Est-ce que tu dirais que par rapport à maintenant je dirais le recul que tu as après 3 4 années, est-ce que tu dirais qu'il y a des secteurs ou des industries qui sont, je dirais, plus enclines à solliciter vos services et qui voilà, vont avoir recours plus souvent à des prestations, que ce soit sur des bilans carbone, de l'accompagnement RSE en général? Ou est-ce que c'est Non, il y a pas de secteur économique. Par contre, toutes les industries, disons, n'ont pas forcément les mêmes besoins. Voilà, le réchauffement climatique, enfin, le bilan carbone, disons, qui sert notamment à réduire ses dépendances ou limiter les risques auxquels l'entreprise peut être soumise. Ça sert aussi à renforcer la résilience. Et ça, c'est le besoin de toute entreprise, quel que soit le secteur dans lequel elle évolue. Par contre, préserver la biodiversité, enfin travailler sur ces sujets de biodiversité, comme je disais tout à l'heure, ça concerne les entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, notamment dans le domaine de la cosmétique, etc. Le devoir de vigilance, ça va concerner uniquement les entreprises qui travaillent à l'export. On n'a pas ces problématiques de vigilance, tout au moins avec ces fournisseurs qui sont français. Donc c'est suivant les industries, enfin, certaines entreprises ont besoin d'autres prestations RSE et il y a des domaines pour lesquels, enfin, toutes les entreprises ont besoin d'un certain nombre de besoins d'accompagnement. Voilà, c'est le cas du carbone, c'est le cas du respect des normes sociales, c'est le cas, voilà, ça concerne toutes les entreprises. Mais il y a également des secteurs qui ont besoin d'autres besoins dont un certain nombre d'autres entreprises n'ont pas besoin. Donc voilà, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que quand on parle RSE, et les entreprises y vont à la fois parce il y a des risques à ne pas y aller, mais ça offre également des opportunités. La RSE, ce n'est pas que réduire les risques, c'est également, dans un monde qui change, développer des nouvelles opportunités commerciales dans le futur. Si je prends l'exemple du carbone, voilà, dans un monde post-carbone, il faudra proposer, ça sera même peut-être contraint par la réglementation ou les demandes de la société, vraiment mettre sur le marché des produits moins carbonés ou non carbonés. Et ça se travaille dès maintenant. C'est pas dans 10 ans qu'il faut y travailler. Et bien entendu, les entreprises qui y travaillent dès maintenant, ce seront les leaders demain. Ouais, je comprends. Super intéressant. Super intéressant, mais donc pour toi, il n'y a pas un secteur en particulier qui se détache. Alors, il y avait Non, également… la seule remarque que peut-être que je Ok. dirais, c'est que j'avais vu passer une question, je crois, sur le social par rapport à Oui, l'environnemental. Ce qui est sûr, c'est que euh, là aussi, je suis très cliché, très caricatural. Les problèmes sociaux, ils existent de très longue date, hein. Voilà, que ce soit de rémunération, de droit du travail, de travail des enfants, etc., etc. Ils existent de très longue date, et malheureusement, on n'a jamais réussi à les traiter. Les objectifs du développement durable de l'ONU, hein, jusqu'à il y a quelques années, voilà, il y avait de plus en plus de personnes qui sortaient de la pauvreté. Aujourd'hui, visiblement, on arrive à un plateau et sur ces aspects sociaux, on a du mal à continuer. Donc, d'améliorer la situation des populations ou des personnes sur ces sujets-là. L'environnement, là, il y a un horizon temporel, hein, très clairement, hein. 2100, la France, c'est un pays à plus 4 degrés. L'État a lancé un plan pour adapter la France à plus 4 degrés. L'écroulement de la biodiversité,
c'est pareil, c'est quelque chose, c'est du très court terme. On le voit aujourd'hui. Enfin, pour revenir un peu sur le passé, sur les impacts, voilà, jusqu'à il y a quelques années, la pollinisation des arbres fruitiers et autres se faisait de manière naturelle. Aujourd'hui, elle se fait de manière artificielle. Voilà, et très clairement, c'est une conséquence de la pollution et des conséquences de celle-ci sur les abeilles. Donc là, il y a vraiment des urgences, et de ce point de vue-là, je dirais l'environnemental est peut-être plus urgent que le social. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Oui, complètement. Ça, je confirme. Très clair. Alors, il nous reste quelques minutes avant de conclure, mais déjà, merci pour la richesse de tout ce que tu nous partages. Alors, on a déjà adressé la question de comment on obtient un petit peu ces premiers contrats, et j'ai restitué un petit peu ce que tu nous as dit sur l'importance de se former, de développer son réseau pour continuer à alimenter un petit peu ce bouche à oreille autour de son activité. Mais justement, quelle bonne pratique tu pourrais partager pour développer son réseau dans la RSE? Est-ce que, par exemple, tu participes régulièrement à des congrès, des salons, des conférences pour continuer à faire vivre ce réseau, ou est-ce que tu as d'autres bonnes pratiques à nous partager? Donc, des réseaux, tout le monde en a. Au travers de son entourage, au travers peut-être de ses écoles, au travers on parlait tout à l'heure de fresques, hein, de communautés de fresqueurs. Voilà, il y a aussi, pour travailler là-dessus, on peut également, je pense notamment à la Convention des entreprises pour le climat. La Convention des entreprises pour le climat, donc qui rassemble un certain nombre d'entreprises pour les aider à se doter d'une feuille de route, notamment environnementale. Donc la CEC fait beaucoup appel à des consultants en bénévolat. Donc c'est un moyen de développer ses compétences. Certes, ça fait pas bouillir la marmite, mais et c'est également un moyen de développer son réseau en accompagnant les entreprises donc qui participent à la CEC. Et puis également, j'évoquais tout à l'heure la PCC, il y a des réseaux professionnels. Donc voilà, donc le réseau, c'est vraiment un des premiers leviers. Deuxième levier, c'est bien entendu se faire connaître, la notoriété, se faire connaître et reconnaître pour son expertise. Voilà, bah là j'en suis un exemple vivant, étant donné que Christophe, tu m'as demandé d'intervenir aujourd'hui pour ce webinaire. Voilà, donc visiblement j'ai dû suffisamment bien travailler pour faire savoir que je faisais ce métier-là. Donc je travaille un peu sur LinkedIn. Euh, je suis membre d'un réseau, disons, d'un collectif de cabinets conseil carbone. On est à peu près 25, on couvre à peu près toute la France. Mais on fait pas mal de publications en commun, tout en améliorant nos pratiques. Donc, donc voilà, développer son réseau, pour beaucoup de personnes, c'est naturel. En tout cas, c'est un élément important. Surtout Très quand on clair. démarre et quand on démarre en indépendant. Quand on démarre dans un cabinet, le cabinet, il a toujours une notoriété, etc. Et puis il peut faire du travail de développement commercial. Quand on est indépendant, moi je me souviens de ça quand j'ai créé Jalios plutôt, donc cette entreprise de gestion de contenu. Je sortais d'un constructeur informatique qui s'appelait pas IBM, mais ça aurait pu être IBM. Et c'est clair que quand on contacte un client, quand je contactais un client à cette époque-là en disant je me suis monsieur Sun Microsystem en l'occurrence, voilà, bah, les gens ont une oreille attentive. Quand j'ai créé Jalios, je leur disais je suis monsieur Jalios, ils ne connaissaient pas. Voilà, donc c'est bien plus difficile en effet quand on n'est pas connu. Mais le plus difficile, comme toujours, c'est la première référence. Après, la deuxième et la troisième, c'est beaucoup plus facile. Oui, très clair. Alors, une dernière question pour conclure. Est-ce que tu as une ressource, ça peut être un livre, une formation, un réseau, que tu recommanderais justement pour les personnes qui nous écoutent? Alors, je peux en donner plusieurs. Allez.
Sur des aspects de sensibilisation, il y a toutes les fresques, hein, les nombreuses fresques dans tous les domaines. La fresque du climat est la plus connue, mais il y a une fresque de la RSE, il y a une fresque de l'éco-conception, il y a une fresque de la biodiversité, il y a une fresque de la diversité sur des projets, sur des dimensions sociales. Donc diversité et inclusion. Donc ça, c'est un premier moyen déjà de se former, de monter en compétences sur de multiples sujets que couvre la RSE. Sur la RSE elle-même, l'État fait pas mal de choses. Il y a la plateforme RSE qui peut être assez intéressante. Il y a plus récemment, l'État a mis en place le portail RSE pour communiquer sur les obligations en matière de reporting, donc qui incombent aux entreprises. Il y a également de nombreux cabinets qui font de la formation ou des webinaires. Je pense à Ecolearn, par exemple, qui avec une mensuelle d'actualité RSE qui est fantastique. Mais beaucoup de cabinets, des BL Evolution, des Enjeux et des Hommes organisent des webinaires. C'est également toujours un moyen de se former, d'apprendre. Sur les sujets environnementaux, voilà, il faut aller creuser du côté du Shift Project, il faut aller creuser du côté des scénarios Transition 2050 de l'ADEME. Voilà, mais voilà, ce petit catalogue de ressources peut être un bon point de départ en fonction des sujets des sujets que vous voulez développer ou proposer à vos clients. Parfait. Bah, écoute, j'ai partagé toutes ces références que tu as citées dans le chat. Est-ce que tu veux conclure avec un petit mot avant que je reprenne la main et que je vous en dise un petit peu plus sur Indigo? Pour conclure, moi voilà, je suis ravi d'avoir fait ce virage. Voilà, j'étais plus en cohérence en 2019 quand j'ai quitté le monde de l'informatique et du logiciel. Ma prise de conscience environnementale était déjà ancienne. Donc voilà, donc je vous invite véritablement à aller dans cette direction-là. On n'est pas assez nombreux, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, en conclusion, ce que je peux vous dire, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, j'aurai toujours plaisir à pouvoir y répondre. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat auxquelles j'ai peut-être pas répondu. Mais... Je crois qu'on a couvert la plupart. Il y en a peut-être quelques-unes auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, mais n'hésitez pas. J'ai partagé ton profil LinkedIn. N'hésitez pas à ajouter notre cher Alain pour poser vos questions complémentaires. Merci à nouveau. Christophe, dernière ressource. Je ne l'ai pas cité, mais j'ai écrit un MOOC que vous pouvez trouver chez Open Classroom qui s'appelle Oui, c'est Engagez-vous vrai. dans la transition écologique, qui est une bonne base de départ également. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de le regarder et il est très intéressant. Et ce que je vais faire, c'est que je vous partage tout de suite le lien. Donc, un grand merci à toi, Alain, pour ton témoignage. Il nous reste tout juste 7 petites minutes pour conclure. Et je vais commencer par m'adresser à vous à nouveau en vous posant une question. Est-ce que vous envisagez de vous former au métier de responsable RSE? Alors, à la vue des questions qu'il y avait dans le chat, j'ai l'impression que pas mal d'entre vous sont dans cette réflexion. Donc, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui vient de s'afficher. Donc, vous êtes déjà 7 à avoir répondu oui, 3 à avoir répondu que vous y réfléchissez. Très bien. Très intéressant. Je laisse encore quelques secondes. On est encore une trentaine, donc je laisse encore quelques secondes pour vous laisser le temps d'y répondre. Très bien. J'en profite pour voir si dans le chat c'est fait. Oui, effectivement. Salut Katia, tu t'es déjà formée chez Indigo. Alors, très bien. On a quasiment 25 déjà réponses. J'arrête là. Et deuxième question, si oui, comment envisagez-vous de vous former? Hop. Donc là, évidemment, vous avez plusieurs modalités. Je vais vous présenter dans un instant la formation qu'on propose chez Indigo pour celles et ceux que ça intéresserait. Très bien. Merci beaucoup à celles et ceux qui ont répondu au sondage. Allez, je laisse encore 5 secondes et je vais le conclure.
Ok. Super, alors j'arrête là. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors pour vous en dire un petit peu plus, donc comme je vous le disais, chez Indigo, on propose différents programmes, et notamment notre programme phare, c'est celui pour devenir responsable RSE. C'est un programme qui s'articule autour de 4 grands blocs qu'on pourrait résumer de la façon suivante en disant que dans ce programme, vous allez apprendre à concevoir, déployer et améliorer une stratégie RSE. Donc, vous allez appréhender tout le avant, pendant, après la mise en œuvre d'une stratégie RSE. Donc, dans le avant, il y a toute cette phase de diagnostic, d'audit qu'il faut réaliser. Si demain, vous avez le bonheur d'être recruté en tant que responsable RSE d'une ETI, admettons, de 1000 collaborateurs, qui n'a pas encore de stratégie RSE formalisée, il y a évidemment toute une première phase qui peut être plus ou moins longue selon le degré de documentation, de formalisation des engagements RSE de l'entreprise, mais qui va passer évidemment par un certain nombre d'étapes qui vont aller de mener des interviews auprès des différentes parties prenantes de l'entreprise, de recenser toutes les actions qui ont pu être mises en œuvre. Par exemple, dans des ETI, très souvent, il y a déjà un certain nombre d'actions qui ont pu être mises en œuvre, soit de façon complètement je dirais, non organisée ou de façon un peu plus informelle, sous l'impulsion du ou de la dirigeante qui, par exemple, va sponsoriser l'association du coin. Et donc, c'est toutes ces actions-là qu'il faut d'ores et déjà recenser. Donc, il y a tout un travail préliminaire à réaliser pour bien comprendre la place de l'entreprise dans son activité, dans son secteur, dans son territoire, avant de pouvoir passer à la phase 2, qui va être la phase vraiment de conception. Une fois que vous êtes nourri de tous les retours des parties prenantes, vous allez pouvoir passer à l'élaboration de la feuille de route qui va passer par les différentes verticales qu'a pu évoquer Alain, du bilan carbone à la préservation de la biodiversité, la gestion des ressources, en passant par tous les aspects sociaux aussi de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise respecte, par exemple, les normes en matière de handicap, etc. Avant de passer à la troisième phase, qui va être la phase de conduite de changement, de communication, de reporting, qui va ensuite nourrir de nouveau la première phase, puisque évidemment, il ne s'agit pas uniquement de pondre une stratégie RSE, de la mettre en œuvre et ensuite de uniquement faire du reporting. C'est une stratégie qui doit vivre, qui doit évoluer avec le temps et en fonction aussi de la stratégie de l'entreprise. Mais il y a évidemment un enjeu clé qui va être d'apprendre à embarquer. C'est sans doute la tâche la plus ardue auquel vous serez confronté en tant que responsable RSE, c'est de réussir non pas uniquement à faire valider la stratégie par le ou la dirigeante, par le codir, mais embarquer toutes les fonctions, la communication, les achats, le juridique, le commercial, etc. Et dans ce programme, on aborde aussi évidemment tout un bloc dédié à ensuite votre recherche d'emploi, puisque si vous nous rejoignez, c'est qu'a priori, vous souhaitez vous reconvertir et donc décrocher un poste dans la RSE, que ce soit responsable RSE ou autre. Et donc, il y a tout un accompagnement de carrière qui est proposé tout au long du programme. Donc, les objectifs, c'est ceux que je viens d'évoquer, donc je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais l'idée, c'est que vous ressortiez avec une vision assez holistique de ce qu'est la RSE au sein de l'entreprise, que vous maîtrisiez tous les concepts inhérents, notamment ceux qu'a évoqué Alain durant son témoignage. On a aussi notamment brièvement parlé de reporting extra-financier. C'est évidemment une attente très forte et quelque chose, une vague importante que vont devoir prendre beaucoup d'entreprises avec justement les normes CSRD qui vont devoir être mises en place d'ici 2025. Et donc, cette formation, elle va s'étaler sur 10 semaines. C'est 20 sessions au total avec, en bout de course, un jury final qui va venir valider que vous avez bel et bien acquis les compétences et qui va vous fournir ce fameux sésame, cette certification que vous pourrez faire valoir dans vos recherches d'emploi, évidemment. Donc, on a la chance de compter sur plus d'une vingtaine d'intervenants qui sont tous experts de leur sujet, que ce soit le bilan carbone, l'éco-conception, la gestion des risques sociaux. Donc, on va chercher à chaque fois des profils très, très qualifiés pour animer ces différentes sessions. Et en fil rouge, tout au long de ces sessions, vous avez également un intervenant fil rouge qui est là à chacune des sessions et qui est garant de la cohérence pédagogique du programme et qui est l'un de vos points de référence, de contact de référence tout au long
tout au long du programme. Donc, au sein de cette école, c'est une communauté déjà de plus de 6000 personnes qui est aussi un vrai atout du programme puisque vous avez la possibilité, comme on l'a fait de façon en très petit comité aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire appel à la communauté des alumni qui sont aujourd'hui en poste sur des métiers RSE dans différentes entreprises, du CAC 40 à la petite PME de région. Et donc, c'est évidemment un réseau très, très utile pour entamer ces recherches. Et pour votre information, la prochaine session aura lieu le 23 septembre prochain. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez l'adresse de ma collègue qui se charge des admissions. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous souhaitez en savoir plus sur le programme. Je m'arrête là, il est 13h29, pile poil à temps pour vous remercier à nouveau de votre écoute, de votre attention pour toutes les questions que vous avez posées. Je vois qu'il y en a encore beaucoup dans le chat, donc je tâcherai d'y répondre également, mais n'hésitez pas également à me contacter, m'ajouter sur LinkedIn, avec grand plaisir pour répondre à vos questions. Et à nouveau, un très, très grand merci à toi, Alain. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de continuer à travailler ensemble. Donc, merci à toi pour ton retour d'expérience. Et merci à tous les participants. Très belle journée, très bel après-midi à vous. Merci beaucoup à tous. Très belle journée. Au revoir. Merci beaucoup, Alain. À bientôt.